Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des forces. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai reçu quand même pas mal de mails où vous me demandiez de vous réexpliquer ce qu'était une force et surtout de quelle manière il était possible de les modéliser. Alors d'un point de vue du schéma de cette vidéo, je vais tout d'abord commencer par une définition de ce qu'est une force. Ça va aller très vite. Ensuite, je passerai aux effets des forces, à ce que sont les forces réciproques, ensuite les interactions entre les objets, et finalement la modélisation des forces. Et c'est ce que vous attendez. Je vous proposerai 5 modélisations à réaliser à la maison, et évidemment, je vous fournirai la réponse aux exercices. Dans un premier temps, je vais définir ce qu'est une force. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler des forces et de leurs effets. Alors, une force, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, on dit qu'à partir du moment où un corps, un objet, a une action sur un autre, eh bien, il exerce une force sur celui-ci. Un objet, dans le cas ou dans le chapitre des forces en tout cas, c'est tout corps, qu'il soit vivant ou non, qui va avoir une action sur un autre. Moi, vous le savez bien, je suis un être vivant, je suis un être humain, pourtant je peux avoir une action. Imaginons sur ce tableau. Je pousse sur ce tableau, et donc je suis un objet qui exerce une force sur celui-ci. Ensuite, on va s'intéresser aux effets des forces. Les différents effets peuvent être de deux grands types. Le premier grand type d'effet des forces, eh bien, c'est ce qu'on appelle les effets dynamiques. Effets dynamiques. Lorsqu'on est dans le cadre d'effets dynamiques de force, eh bien, c'est quand il y a un mouvement des objets. Donc vous retenez, effet dynamique, mouvement. Ces effets dynamiques-là, eh bien, il peut y en avoir deux types. Soit la mise en mouvement d'un objet. Moi, je mets juste mise en mouvement. Imaginez, je frappe dans une balle de tennis. Eh bien, cette balle de tennis, imaginons qu'elle est à l'arrêt. Je frappe dedans, je la mets en mouvement. Eh bien, j'exerce une force dont l'effet est dynamique. Le deuxième type d'effet dynamique, eh bien, c'est une modification de la trajectoire. Moi, je mets juste modification, trajectoire pour aller plus vite. Dans ce cas-ci, je vais exercer une force sur un objet de manière à dévier sa trajectoire. Imaginez, je joue au foot, je veux marquer de la tête, le ballon arrive, je vais modifier sa trajectoire de manière à marquer un goal. Eh bien, dans ce cas-ci, je suis de nouveau dans un effet dynamique d'une force. Le deuxième grand type d'effet d'une force, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet statique. Là, il n'y a pas de mouvement de l'objet. Imaginons, je prends ce ballon de baudruche. Vous voyez, il est bien à sa place et il ne bougera pas. J'exerce une force sur celui-ci et que peut-on constater? On voit que cet objet, eh bien, il se déforme. Cela veut dire que même si on exerce une force sur un objet et qu'il n'est pas en mouvement, on peut quand même avoir une action sur celui-ci, un effet. Eh bien, ceci est un effet statique. Je ne fais que déformer l'objet. Donc, dans un effet statique, il n'y a pas de mouvement de l'objet. Par contre, on peut dire qu'il y a une déformation de celui-ci. J'avais envie de vous faire une petite parenthèse concernant l'instrument de mesure d'une force. Prenons l'exemple d'une masse. Eh bien, une masse se mesure à l'aide d'une balance. En contrepartie, lorsqu'on doit mesurer une force, eh bien, cela va être possible à l'aide d'un dynamomètre. Je vous présente maintenant l'image de celui-ci. Un dynamomètre, c'est simplement un ressort sur lequel est fixé un crochet et nous allons suspendre l'objet dont on veut connaître le poids. Ce dynamomètre est gradué et l'unité de mesure de celui-ci est le newton. Ne vous trompez pas.
Une masse est exprimée en kilogrammes, tandis qu'une force est exprimée en newtons. Retenez-le. Parlons maintenant des forces réciproques. Alors pourquoi parle-t-on de forces réciproques? Eh bien parce qu'une force, elle n'agit jamais seule. Je prends un exemple très concret. Vous savez bien que moi, je possède une masse parce que je suis constitué de molécules et par conséquent, je possède un certain poids parce que je suis attiré vers le centre de la Terre. La Terre exerce donc une force sur moi qui est dirigée vers le bas. Ok, je suis bel et bien attiré vers le centre de la Terre, mais je ne m'enfonce pas dans celle-ci. Pourquoi? Eh bien parce que le sol exerce en contrepartie une force qui est dirigée vers le haut, qui est de même intensité et de même droite d'action, et qui m'empêche littéralement de m'enfoncer. Eh bien là, on parle de force réciproque. En fait, deux forces sont réciproques. À partir du moment où un objet A va avoir une action, donc va exercer une force sur un objet B, et que celui-ci va exercer une même force sur cet objet A, mais en sens opposé. Alors les forces réciproques, on va en reparler notamment dans les modélisations. Parce que théoriquement, vous l'avez fait pendant l'année, etc., lorsque vous modélisez l'action d'un objet sur un autre, eh bien vous ne représentez jamais un seul vecteur force. Vous en représentez toujours deux. Et c'est ce qu'on appelle les forces réciproques. Alors maintenant, dans le prochain chapitre, on va s'intéresser à l'interaction qu'il peut exister entre deux objets. Nous voici dans le chapitre sur les interactions entre deux objets. Alors pourquoi parle-t-on d'interaction et non pas seulement d'action? Eh bien parce qu'en fait, on parle d'interaction lorsqu'un objet exerce une force sur un autre, mais que celui-ci exerce également une force sur le premier. À partir de ce moment-là, nous parlons d'interaction. Il existe deux types d'interaction, donc deux types de relations entre les objets. Soit les interactions sont par contact. Il faut absolument que deux objets soient en contact pour qu'il y ait une force ou des forces. Imaginons, je veux envoyer ce ballon de baudruche vers le haut. Eh bien, je dois rentrer en contact avec celui-ci pour l'envoyer en l'air. Ça, c'était un premier type d'interaction. Je vais d'ailleurs le noter au tableau. Le premier grand type, c'est l'interaction avec contact. Évidemment, vous l'aurez bien compris, le deuxième type d'interaction, eh bien, c'est l'interaction sans contact. L'interaction sans contact. L'interaction sans contact, eh bien, les deux objets ne sont pas obligés d'être en contact l'un avec l'autre pour qu'il y ait des forces exercées. L'exemple le plus flagrant, je reprends mon ballon de baudruche, que j'aime particulièrement, je le lâche. Eh bien, celui-ci est attiré vers le bas. Pourquoi? Eh bien, parce que la Terre exerce une force sur celui-ci qui est dirigé vers le bas. Or, il n'y a pas eu besoin que la Terre soit en contact avec mon ballon de baudruche pour que celui-ci subisse la force de la Terre. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est le premier grand type d'interaction sans contact qu'il peut y avoir. C'est la gravité des astres. Parce que même si je vais sur la Lune va m'attirer un peu plus faiblement, 6 fois plus faiblement que la Terre, mais en tout cas, elle va m'attirer quand même. Tous les astres, tout ce qui a une grosse masse, attire les objets vers eux sans qu'il y ait de contact. Le deuxième grand exemple d'interaction sans contact qu'il peut y avoir, eh bien, c'est le magnétisme. Vous savez très bien, imaginez une bille en métal et vous imaginez que cette bille est près d'un aimant. Mon aimant, on va dire que c'est mon ballon de baudruche. Eh bien, la bille va être attirée par mon aimant. Il n'y a pas eu besoin qu'il y ait un contact entre les deux objets pour que ceux-ci subissent les forces l'un de l'autre. Parce qu'il faut bien se dire une chose, et là je reviens aux forces réciproques. L'aimant attire ma bille, mais il faut savoir aussi que ma bille attire l'aimant. Ça ne se voit pas parce que l'aimant est beaucoup plus lourd que la bille, et on ne voit pas le fait que la bille attire également l'aimant. Mais à chaque fois qu'on est dans une situation où il y a des forces en présence, elles agissent toujours par deux, jamais de manière isolée.
Nous voici dans le chapitre le plus important de cette vidéo. Il s'agit de la modélisation des forces. C'est ce que vous m'avez demandé énormément par mail. La première des choses, c'est qu'on doit savoir qu'une force, eh bien, elle se modélise par un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une flèche. Je vais prendre ma règle. Si je dois représenter une force, eh bien, je dois la représenter par un vecteur, une flèche. Vous aurez remarqué que j'utilise une latte et vous, à votre examen, vous devrez utiliser un crayon. Si vous n'utilisez pas de latte et que moi je corrige une interro ou un examen, pour moi c'est 0. Si vous me faites un truc comme ça, une flèche qui n'est pas tracée à la latte, c'est 0. Donc, ayez une règle. La deuxième des choses, c'est qu'il faut connaître les caractéristiques d'une force. Premièrement, elle est provoquée par un objet. Ça, c'est clair et net. Ensuite, elle a une intensité qui est exprimée en newton. Ensuite, cette force, elle a un sens, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, vous avez compris. Et finalement, la troisième caractéristique d'une force, c'est qu'elle possède une droite d'action. Soit elle est verticale, soit elle est horizontale, soit elle est oblique. Prenons un exemple très concret. Mon poids. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis attiré par la Terre. La Terre exerce une force sur moi qui est dirigée vers le bas. J'ai envie de connaître l'intensité de la force qu'exerce la Terre sur moi, donc mon poids. Vous devez connaître absolument cette formule. Le poids est égal à la masse multiplié par la constante de gravité. Le poids, eh bien, on le symbolise par la lettre grand G. La masse, petit m, et la constante de gravité par petit g. Ça, normalement, vous le savez. Le poids est exprimé en newton, car c'est une force, vous le savez bien. La masse en kilogrammes, et la constante de gravité g, elle est exprimée en newton par kilogramme. Sur Terre, cette valeur de constante de gravité, elle est égale à 10 newtons par kilogramme. Quel est mon poids sur Terre? Je vous le dis, je fais une masse de 75 kg. Ma masse est de 75 kg. Donc mon poids est égal à 75 kg multiplié par la constante de gravité qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Et donc, le poids, mon poids, est de 750 newtons. Je remplace simplement les valeurs. Donc, comme je viens de le calculer, mon poids est de 750 newtons. Je vais le noter. Mon poids qu'on note par la lettre grand G est égal à 750 newtons. Eh bien, ceci, ça correspond à l'intensité de la force. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, je ne m'enfonce pas dans le sol parce que le sol exerce une force réciproque sur moi, qui est égale à 750 newtons également, mais qui n'est non pas dirigée vers le bas, mais dirigée vers le haut. C'est l'action et la réaction. C'est ce qu'on appelle une interaction entre deux objets. Ici, l'interaction entre moi et le sol, eh bien, il s'agit d'une interaction par contact. Parce qu'il faut bien que je sois en contact avec le sol pour qu'il y ait cette interaction-là. Maintenant, lorsqu'on doit modéliser les forces, la première des choses qu'on doit faire, c'est identifier les deux objets. Je vais conserver l'exemple de mon poids et du sol. Je sais que les deux objets qui exercent des forces, dans ce cas-ci, c'est moi et c'est le sol. Mais il faut bien se dire une chose. Ces objets-là, nous allons les représenter, lorsqu'on va modéliser, par des points.
Parce que vous savez bien, les scientifiques, ils n'aiment pas se prendre la tête. Imaginez, si j'avais dû me dessiner, vous savez bien que je suis très doué en dessin, si j'avais dû me dessiner et dessiner le sol, eh ben c'est plutôt compliqué, enfin ça ressemble plutôt à rien. Et en fait, les scientifiques, eh ben, ils ne se prennent pas la tête. Ils symbolisent les objets par des points. Mais il faut savoir quel objet exerce une force sur l'autre. En effet, chaque fois qu'on va modéliser les forces, on aura un objet A et un objet B. On va commencer par l'objet A. Je mets soit l'objet A. Et l'objet A, à chaque fois que vous devrez modéliser des forces, c'est celui qui crée l'action. A comme action. Retenez-le comme ça. Dans ce cas-ci, c'est moi qui exerce une force sur le sol. On est d'accord. Dans la modélisation, l'objet A, c'est moi. Je mets soit l'objet A, je vais mettre dans ce cas-ci moi. Et l'objet B, c'est celui qui va subir l'action. Dans ce cas-ci, c'est le sol. Je peux indiquer soit l'objet B, le sol. Si à l'examen, vous ne mettez pas ça, eh bien vous aurez faux. Vous devez absolument indiquer quel objet possède quelle lettre, comment on représente les objets. Vous devez l'indiquer, retenez-le, d'accord? Ok, je sais que l'objet A c'est moi, l'objet B c'est le sol. Désolé pour la sonnerie de téléphone. Maintenant, ces objets-là, nous allons les représenter par des points, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est important ici, eh bien, c'est de connaître la position des objets l'un par rapport à l'autre. Est-ce que c'est moi qui suis au-dessus du sol ou est-ce que c'est le sol qui est au-dessus de moi? Ben, la réponse semble évidente. Je suis au-dessus du sol. Je vais donc me représenter le point objet A au-dessus du point objet B. Je suis au-dessus du sol. Bien, ça, c'est la première des choses. J'ai bien montré que les forces allaient être créées, allaient être mises en place par des objets. Maintenant, je dois m'intéresser au sens de ces forces, à la direction et à l'intensité. Mais avant ça même, je dois me dire, ben tiens, quel est l'objet qui exerce une force sur l'autre? Moi, j'exerce une force sur le sol. Mais en contrepartie, pardon, le sol exerce une force sur moi. Donc je sais que moi, j'exerce une force sur le sol. Je sais donc que je symboliserai plus ou moins comme ceci. Mais on n'y est pas encore. Je sais que j'exerce une force qui est dirigée vers le bas, qui a une direction verticale, tandis que le sol exerce une force sur moi, qui a une direction verticale également, mais un sens de bas en haut. Et maintenant, je vais introduire quelque chose de très important, c'est l'échelle. Vous avez vraiment du mal avec cette notion-là. Comme vous le savez, je savais que mon poids, donc la force que j'exerce sur le sol, vous êtes d'accord avec moi, il était de 750 newtons. Moi, quand je modélise une force sur une feuille, en général, j'aime bien que mon vecteur force, donc ma flèche, fasse 2 ou 3 cm. Ça dépend de la place que j'ai sur ma feuille. Considérons dans ce cas-ci que j'ai envie que mes vecteurs force fassent 2 cm. Ça veut dire que je vais choisir une échelle adaptée. En fait, une échelle me permet de représenter mes fameux vecteurs force d'une certaine longueur. Mon échelle, elle va me permettre de représenter mes vecteurs force d'une longueur que je souhaite. Ici, je sais que mon poids est de 750 newtons. C'est mon intensité. J'ai envie que mon vecteur fasse 2 cm. Eh bien, je ne me prends pas la tête. Je dis, au niveau de l'échelle, je dis que 2 cm représente 750 newtons. 2 cm représente 750 newtons. Ok. Bon, maintenant, on va s'intéresser au vecteur. Je vais effacer pour mettre des couleurs.
Donc maintenant l'objet A, c'est moi. Hein. Eh ben, je vais le mettre en rouge pour que vous ayez plus facile à observer différentes choses. Ce que vous devez bien comprendre. Premièrement, je sais que mes vecteurs feront 2 cm de longueur. J'ai choisi l'échelle. Point important, l'échelle doit toujours figurer sur vos modélisations. Si elle n'est pas là, ce sera beaucoup de poids en moins. Et là, je dois me dire, ben tiens, je suis là, le sol est là, et moi, j'exerce une force sur le sol. Elle est de 750 newtons. Donc, l'objet qui subit la force, l'action, c'est le sol. Je dois tracer le vecteur force. La force que j'exerce sur le sol, elle doit faire 1, 2 cm. Ceci est la force que j'exerce sur le sol. Et comment est-ce que je peux traduire ça en mathématiques? Eh bien, par le fameux F, vous le savez bien. J'exerce une force, c'est la force de A sur B. La force exercée sur A sur B, sur B est représentée par le vecteur ici. En contrepartie, les fameuses forces réciproques, le sol exerce une force sur moi qui est égale à 750 newtons aussi et qui doit faire 2 cm de longueur, je l'ai dit dans mon échelle. Et donc, je représente la force qu'exerce le sol sur moi. Je vais l'indiquer par la force de B sur A. J'ai terminé ma modélisation. Elle est complètement finie. Dans une modélisation, que dois-je retrouver? Les fameux... Je dois indiquer les lettres par rapport aux objets. Je dois évidemment indiquer l'échelle que j'utilise. Et finalement, je dois représenter ma modélisation par les vecteurs qui ont des points d'application, une intensité, donc une certaine longueur, un sens, ici c'est de bas en haut, et ici de haut en bas, et une droite d'action, qu'on appelle aussi direction, ici c'est verticale. Un petit moyen mémotechnique pour que vous reteniez les caractéristiques d'une force, eh bien c'est le terme SIDA. Bon, c'est pas très joyeux à dire comme ça, mais ça fonctionne plutôt bien. À partir de SIDA, vous retrouverez les 4 caractéristiques d'une force. S comme sens. I comme intensité. D comme droite d'action ou direction. Le nouveau programme veut qu'on dise droite d'action, mais moi je m'en fous personnellement. Direction, ça va aussi. Ici, je vais mettre droite d'action. Droite d'action. Et finalement, A comme point d'application. Point d'application. Et au final, les points d'application, eh bien, ce sont mes fameux objets. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail et je vous réponds. J'ai terminé ma modélisation ici pour représenter la force que j'exerce sur le sol, mon poids, et la force réciproque que le sol exerce sur moi, c'est-à-dire mon poids, mais en sens inverse, de manière à ce que je ne m'enfonce pas dans celui-ci. J'ai terminé les modélisations. On va maintenant passer aux différents exercices. Maintenant que je vous ai montré de quelle manière nous pouvions modéliser les forces, en l'occurrence mon poids que j'exerce sur le sol et la force réciproque que le sol exerce sur moi, je vais maintenant vous montrer 5 exercices que vous pouvez faire à la maison et je vais les corriger. Alors je vous conseille fortement de procéder comme ceci. Pour chacun des exercices, je vais vous projeter une image. Au moment où je vous projette l'image, vous mettez la vidéo en pause. Une fois qu'elle est en pause, sur une feuille annexe, vous essayez de faire l'exercice. Et c'est une fois que vous avez terminé de faire l'exercice que vous mettez play sur la vidéo, et là alors je passerai à la correction. Passons à la situation numéro 1. Nous pouvons voir ceci. Moi j'ai les exercices ici sur une feuille. Et d'ailleurs, c'est le matin, je bois mon café, désolé. On nous dit
qu'il s'agit d'une propulsion d'un oiseau vers le haut avec une force de 10 newtons. Bon, ça c'est déjà bien. On nous informe de l'intensité de la force. Moi je vais le noter ici à gauche. Je sais que l'intensité, elle est de 10 newtons. C'est déjà une première chose à savoir ça. On en reparlera parce qu'après on va utiliser l'échelle pour représenter les vecteurs. Vous voyez, dans la colonne de droite, on nous dit modélisation des forces, échelle, 1 cm représente 5 newtons. Contrairement à ce que je vous avais expliqué juste avant, cette fois-ci, l'échelle, je vous la fournis. Je vais la noter sur la droite. C'est très important, systématiquement, quand vous réaliserez des exercices, vous devez noter l'échelle à côté de la modélisation. Échelle, 2 points, 1 cm, représente 5 newtons. Et d'ailleurs, moi, l'échelle, en règle générale, je l'encadre. Voilà. Alors, vous voyez qu'en dessous de l'échelle, je vous dis soit quelque chose, ça représente cela. On va devoir attribuer des lettres aux différents objets. Je repasse aux phrases en dessous. Ici, il y a une interaction entre deux objets. Forcément, c'est un oiseau qui monte vers le haut, mais comment se fait-il que cet oiseau puisse être propulsé vers le haut? Eh bien, parce qu'en battant des ailes, il exerce une force sur l'air, et l'air, en contrepartie, exerce une force sur l'oiseau. Et c'est ça qui lui permet de monter vers le haut. Donc, on peut compléter l'exercice comme ceci. Il y a une interaction entre l'oiseau et l'air, ou entre l'air et l'oiseau. Peu importe. Le type d'interaction. Est-ce que c'est une interaction par contact ou sans contact? Ici, il faut bien que l'oiseau touche l'air autour de lui avec ses ailes pour pouvoir monter. Donc le type d'interaction est avec contact. Et quel est l'effet de cette force ou de ces forces réciproques? Eh bien, il s'agit d'un effet dynamique car l'oiseau se met en mouvement. On peut même être précis, on peut dire effet dynamique avec mouvement des objets. Identifions maintenant nos objets. Comme je vous l'avais dit auparavant, l'objet A, c'est celui qui est à la base de l'action. Ici, c'est l'oiseau qui est à la base de l'action. Eh bien, l'oiseau va être mon objet A. Je peux l'indiquer. Ceci, vous devez toujours l'indiquer également au niveau de vos modélisations. Ce sera énormément de points en moins si vous ne le faites pas. Soit A, l'oiseau, car il est à la base de l'action, je lui donne la lettre A, 1 comme action. On a dit que l'autre objet qui intervenait dans ces forces-ci, eh bien, c'était l'air. Soit B, l'air, car c'est lui qui subit l'action de l'oiseau. Bien, maintenant, j'ai quand même pas mal d'informations. Une fois que j'ai l'intensité, l'échelle et que j'ai attribué mes lettres à mes différents objets, eh bien, je peux commencer la modélisation. Il faut repérer les points objets l'un par rapport à l'autre. Ici, l'oiseau va monter vers le haut. Vous êtes d'accord avec moi? L'oiseau va monter vers le haut par rapport à l'air, en utilisant l'air qui est en dessous. Je sais directement que la droite d'action de mes deux points, eh bien, elle va être verticale. Je situe mes points. L'oiseau, c'est mon point objet A. Et l'air, où se trouve-t-il par rapport à l'oiseau pour le faire monter? Eh bien, il se trouve en dessous. Je prends une autre couleur, je prends du bleu. B. Donc l'air se trouve en dessous. Maintenant, on va représenter les différentes forces en présence. Comment se fait-il que l'oiseau monte en l'air? Eh bien, parce qu'en battant des ailes, cet air va le pousser vers le haut. Je peux donc modéliser la force qu'exerce l'air sur l'oiseau par un vecteur. Mais ce vecteur, quelle longueur va-t-il faire? D'après l'échelle, je sais que 1 cm représente 5 newtons. Or, moi, je dois représenter des forces de 10 newtons. Vous êtes d'accord avec moi? Si 1 cm représente 5 newtons, que moi je veux en représenter 10, eh bien je dois multiplier cette longueur-ci par 2, parce que je l'ai fait de ce côté-ci. Mon vecteur aura donc une longueur de 2 cm. Et c'est parti. La force exercée par l'air
sur l'oiseau, qui permet de le faire monter, eh bien, je la représente par un vecteur qui a une droite d'action verticale, car l'oiseau monte, qui a un sens de bas en haut, et une intensité de 10 newtons, 1 et 2 cm. Voilà. La longueur de mon vecteur ici, à partir de mon échelle, me permet de dire qu'il s'agit bien d'une force de 10 newtons. Mais là, ce n'est pas tout à fait fini, parce que je dois dire que cette force-ci, c'est la force qu'exerce l'air sur l'oiseau. La force de B sur A, dans notre cas-ci. Comme je vous l'ai déjà dit 36 fois, une force n'agit jamais seule, car en contrepartie, eh bien, l'oiseau va également exercer une force sur l'air, qui aura la même droite d'action, la même intensité, mais un sens opposé. Je me place verticalement ici, et je trace mon vecteur force de 2 cm. 1 cm, 2 cm. Et j'indique qu'il s'agit bien de la force de l'oiseau sur l'air, donc de A sur B. Et ma modélisation est donc terminée pour la première situation. Je vous présente maintenant la deuxième situation. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre la vidéo en pause de manière à ce que vous puissiez faire l'exercice sur une feuille chez vous afin de vous entraîner. Dans cette situation 2, on nous dit que cette fois-ci, eh bien, c'est la propulsion d'un oiseau en avant, avec une force de 20 newtons. On nous donne l'échelle sur la droite. On nous dit, au niveau de l'échelle, que 1 cm représente 20 newtons. On nous avait dit également que l'intensité de la force qui propulsait l'oiseau vers l'avant, elle était de 20 newtons. Intensité, 20 newtons. Et bien là, tout de suite, il y a quelque chose qui apparaît. Au niveau de mon échelle, on me dit que 1 cm représente 20 newtons et je dois représenter une force, ou deux forces en tout cas, de 20 newtons. Eh bien, je sais directement que mes vecteurs force feront 1 cm de longueur. Je n'ai pas à chercher plus loin. De nouveau, ici, il y a une interaction entre l'oiseau et l'air. Le type d'interaction, c'est une interaction avec contact, car l'oiseau doit être en contact avec l'air pour pouvoir avancer vers l'avant, hein, il n'y a pas de secret. Et quel est l'effet de la force? Il s'agit de nouveau d'un effet dynamique avec mise en mouvement des deux objets. De nouveau, on va identifier nos objets. Celui qui est à la base de l'action portera la lettre A, et ici, il s'agit de l'oiseau. Je vais le mettre ici pour une fois, soit A, l'oiseau. La lettre B, c'est celui qui subit l'action. Je peux donc indiquer soit B, l'air. Et de nouveau, je vais resituer ces points objets. Je vais commencer par l'oiseau. Si l'oiseau doit aller dans ce sens-là, ça veut dire qu'il pousse l'air dans ce sens-là, et que l'air pousse l'oiseau dans l'autre sens. Vous êtes d'accord avec moi? Dans notre cas ici, l'oiseau, eh bien, il va vers la droite. Je représente le point objet oiseau, point A, il doit aller par là. Ça veut dire que c'est l'air qui le pousse par là, on est d'accord? Donc forcément, l'air se trouve à gauche de l'oiseau, parfaitement aligné. Car ici, on sait que la droite d'action, eh bien, elle est horizontale, étant donné que l'oiseau se déplace comme ceci. Je représente mes vecteurs force. D'après mon échelle et mon intensité, je sais que les deux vecteurs force auront une longueur de 1 cm, car 1 cm représente 20 newtons. La force que l'air exerce sur l'oiseau, elle est bien dirigée vers la droite, car l'oiseau se dirige vers la droite. Et elle fait 1 cm de longueur. J'indique qu'il s'agit de la force exercée par l'air sur l'oiseau. Et je vais faire de même pour la force qu'exerce l'oiseau sur l'air. Même droite d'action, même intensité, mais un sens contraire. 1 cm de longueur, de nouveau. Et c'est bien la force
qu'exerce l'oiseau sur l'air. Voici comment l'oiseau peut se déplacer vers la droite. C'est en poussant l'air va l'air va exercer une force réciproque sur l'oiseau qui va le pousser vers l'avant. De nouveau, j'ai terminé ma modélisation de la situation 2. J'espère que vous l'avez réussi. Passons maintenant à la situation numéro 3. Mettez pause, essayez de le faire à la maison. Dans cette situation, je vous présente deux aimants. Un aimant A à gauche, un aimant B à droite. Ce que vous devez tout de suite remarquer, c'est que ces aimants ne sont pas orientés n'importe comment. En effet, l'aimant A est positionné nord-sud et l'aimant B sud-nord. Mais ça veut dire quoi, ceci? Lorsqu'on positionne deux aimants l'un à côté de l'autre et que les mêmes pôles sont orientés l'un face à l'autre, les aimants vont se repousser. Normalement, vous le savez bien. Ça va nous indiquer notamment le sens des forces qu'on va devoir modéliser. Il faut bien se dire que les aimants vont se repousser l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'énoncé? On me dit que ces aimants se repoussent avec une force de 5 newtons. Je peux l'indiquer directement. C'est mon intensité. Intensité, 5 newtons. Au niveau de l'échelle, que me dit-on? On me dit que 1 cm représente 2,5 newtons. Je vais l'indiquer ici. Échelle, 1 cm représente 2,5 newtons. À partir de cela, je vais directement connaître la longueur des vecteurs force que je vais devoir représenter. Je reprends mon échelle en dessous de mon intensité. Je sais que 1 cm représente 2,5 newtons. Or, moi, je veux représenter des forces de 5 newtons. Je dois donc multiplier mes 2,5 newtons par 2. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je sais donc que 1 cm fois 2, ça fait 2 cm, représente 5 newtons. Je sais que la longueur des vecteurs que je vais représenter dans ma modélisation, ils feront 2 cm de longueur. Ça voudra dire qu'ils ont une intensité de 5 newtons. On va identifier les objets maintenant. Vous savez bien qu'en général, je vous dis toujours qu'il y a un objet qui est à la base de l'action et un objet qui va subir l'action. Mais dans ce cas-ci, c'est un petit peu différent, parce qu'il n'y a pas réellement d'objet qui subit ou qui crée l'action. Les deux aimants ont une action réciproque l'un sur l'autre. Ils ont une action instantanée en même temps l'un sur l'autre, et donc il n'y en a pas un qui va être à la base de l'action. Je peux donc leur attribuer les lettres que je veux. Moi, ici, je vous avais indiqué que c'était l'aimant A à gauche et l'aimant B à droite. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais garder les mêmes lettres. Je vais donc dire ceci. Soit A, l'aimant A, et soit B, l'aimant B. Et c'est parti maintenant pour les modélisations. Je regarde la position de mes objets. Je vois que l'aimant A est à gauche de l'aimant B. Je représente l'aimant A par un point objet. Mon aimant A, ok. Mon aimant B, lui, se trouve à droite de celui-ci. Je vais le représenter par une couleur bleue. On voit que l'aimant A et l'aimant B sont parfaitement alignés sur une droite d'action horizontale. Je dois représenter cette droite d'action ici. Je vais représenter mon point objet de l'aimant B ici. Et maintenant, on va s'intéresser aux forces en présence. Je sais que l'aimant A va repousser l'aimant B vers la droite, tandis que l'aimant B va repousser l'aimant A vers la gauche. C'est parti. Je représente la force de l'aimant A sur l'aimant B, comme ceci. Je savais que mes vecteurs force allaient avoir une longueur de 2 cm. Et c'est parti. Je représente le vecteur force de l'aimant A sur l'aimant B, 2 cm. J'indique qu'il s'agit de la force de A sur B.
Et de nouveau, je vais indiquer que l'aimant B repousse l'aimant A vers la gauche avec une force de même intensité, de même direction, mais de sens contraire. 1 cm, 2 cm. Je finis mon vecteur et j'indique qu'il s'agit de la force de l'aimant B sur l'aimant A. J'ai donc terminé ma modélisation pour la situation 3. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail ou à me le demander dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Aucun souci, j'y répondrai. Voilà, nous avons terminé. On passe maintenant à la situation numéro 4 où une voiture va tirer une caravane. Alors, dans cette modélisation-là, en général, mes élèves faisaient une erreur. Je vais vous la montrer et ensuite je vais vous montrer pourquoi c'est une erreur et comment on peut y remédier. On nous dit ceci. La voiture tire la caravane avec une force de 10 000 newtons. Ça, c'est l'intensité de ma force. Intensité 10 000 newtons. Ok, c'est très bien, ça va nous servir à représenter nos vecteurs. Ensuite, au niveau de l'échelle, on nous dit que 1 cm représente 5000 newtons. Moi, je vais le mettre ici. Échelle, 1 cm représente 5000 newtons. Or, je sais que mon intensité est de 10 000 newtons. Je sais donc que mon vecteur force aura une longueur de 2 cm. Maintenant, je ne fais plus le calcul. Vous le savez bien. La longueur du vecteur, longueur des vecteurs, elle sera de 2 cm. Je l'encadre parce que c'est important. Et voici l'erreur que vous faites en général. Pour identifier les objets, ça va. Parce qu'on sait que c'est la voiture qui tire la caravane, et non l'inverse. La voiture est donc à la base de l'action. Je lui donne la lettre A. Et la caravane, ce sera la lettre B. Je l'indique ici. Soit A, la voiture. Et soit B, la caravane. Bien, maintenant je peux représenter mes points objets. Je vais commencer par la voiture. En général, vous n'avez aucune difficulté à positionner les points. Parce qu'il faut bien se dire quelque chose ici, c'est que la droite d'action de mes forces, eh bien, elle sera oblique. Regardez, ma route ici, elle n'est ni horizontale, ni verticale, elle est oblique. Donc forcément, quand je vais représenter mes points, ils seront obliques exactement de la même manière. En réalité, si je voulais vraiment bien faire et faire ça parfaitement, je devrais calculer l'angle ici. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. L'angle entre la route et l'horizontale. Je vois que cet angle-là, il est de, allez, on va dire 10 degrés. Cet angle-là, il est de 10 degrés. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Maintenant, je vais replacer mes points. Je vais représenter ma voiture. On voit bien sur le schéma que la voiture est au-dessus de la caravane. Je vais donc placer mon point voiture, on va dire, ici. Ceci, c'est la voiture. Je vais représenter maintenant la caravane, qui est un petit peu en bas par rapport à la voiture, avec un angle plus ou moins de 10 degrés. Il faut absolument respecter cet angle. Voilà. Et vous, ce que vous faites, donc ne retenez pas ceci parce que c'est une erreur, vous m'indiquez à chaque fois que les forces, eh bien, elles sont comme ceci. Vous me dites que la force, je sais que mes vecteurs force doivent faire 2 cm, hein, ne l'oubliez pas. Vous me dites que la représentation des vecteurs, elle est comme ceci.
que ça, c'est la force de B sur A, et que je garde bien la même droite d'action, 1 cm, 2 cm, et vous me dites que ceci, c'est la force de A sur B. Eh bien, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que si je regarde ma voiture, là, vous êtes en train de me dire que la caravane, donc la force de B sur A, vous êtes en train de me dire que la caravane est en train de pousser la voiture vers le haut. Alors que c'est faux. La caravane, ici, on est en pente, justement, elle tire sur la voiture dans l'autre sens. D'accord? En contrepartie, vous êtes en train de me dire que la voiture pousse la caravane vers la gauche, vers le bas. Or, ce n'est pas vrai du tout, vous le savez bien. C'est la voiture qui tire la caravane vers le haut, et c'est la caravane qui tire la voiture vers le bas. Donc ici, il y a une petite différence. Et dans les exercices, il y aura toujours ce type de différence-là à partir du moment où un objet tire un autre. Lorsqu'un objet tire un autre, les vecteurs ne seront pas dans un sens et dans l'autre, mais ils auront des sens qui feront que les flèches vont se rejoindre. Vous allez tout de suite comprendre. Déjà, ici, mes points ne sont pas assez espacés. Vous allez comprendre pourquoi. La vraie représentation de cette modélisation-ci, voici comment on doit la faire. Je représente tout d'abord ma voiture, mon point A, qui est, on va dire, ici. Ma voiture est là. Et maintenant, je vais tout de suite représenter la force, sans représenter ma caravane, je vais représenter la force que la caravane exerce sur la voiture. Qu'est-ce que la caravane fait sur ma voiture? Elle la tire vers la pente. Je sais que mon vecteur force fait 2 cm. 1 cm, 2 cm. Ok. Ça, je sais que c'est la force de B sur A de la caravane sur la voiture. Or, où se trouve ma caravane par rapport à la voiture? Elle se trouve à gauche. Mais je sais que la voiture tire la caravane, donc je vais laisser un peu d'espace. Je vais représenter mon point B ici, ma caravane. Je me pose la question, bah tiens, quelle est l'action de la voiture sur la caravane? Elle tire celle-ci vers le haut, avec la même droite d'action, évidemment, la même longueur de vecteur car il s'agit de la même intensité. 1 cm, 2 cm, et voici ma modélisation. Ceci, c'est la force de A sur B. Donc vous voyez que lorsque un objet tire un autre, eh bien, les vecteurs force vont se retrouver entre les deux points. Tandis que quand un objet pousse un autre, les vecteurs force se retrouvent à l'extérieur des deux points, comme les trois situations qu'on a fait précédemment. Voici donc la correction de la situation numéro 4. J'espère que vous l'avez réussi du premier coup. Si je n'ai pas été assez clair par rapport à ceci, encore une fois, n'hésitez pas, vous m'envoyez un commentaire ou un mail sur mon site. On est parti pour la correction de la situation 5 où je vous présente un rugbyman qui frappe dans un ballon et on voit directement que ce ballon prend une trajectoire qui est oblique. Cela veut donc dire que la droite d'action de mes deux forces, la force du rugbyman sur le ballon et du ballon sur le rugbyman, aura une droite d'action qui est oblique. Moi j'ai calculé l'angle ici entre l'horizontale et la trajectoire du ballon, elle est plus ou moins de 50 degrés. Bien, ça c'est une première chose. On nous dit dans l'énoncé, le rugbyman frappe le ballon avec une force de 150 newtons. Je peux donc indiquer que l'intensité des forces, elle sera de 150 newtons. C'est magnifique. Ensuite, de nouveau, comme à chaque fois, et vous voyez que j'utilise tout le temps le même schéma pour modéliser les forces, je vais m'intéresser à l'échelle. Et que me dit-on dans l'échelle? Que 1 cm représente 75 newtons. Bien. Première des choses. J'ai l'intensité, j'ai mon échelle, je peux déterminer la longueur que fera mes vecteurs. Étant donné que 1 cm
représente 75 newtons, mais que moi, je dois représenter des forces de 150 newtons, eh bien je dois faire une règle de 3 pour connaître la valeur des vecteurs qui seront sur mon dessin. Pour passer de 75 newtons à 150 newtons, j'ai multiplié par 2. Je vais donc multiplier 1 cm par 2. Et je sais donc que 2 cm représente 150 newtons. Mes vecteurs force auront une longueur de 2 cm. Ensuite, j'identifie mes objets. Qui est à la base de l'action? Est-ce que c'est le ballon qui va être à la base de l'action, ou est-ce que c'est le rugbyman qui va être à la base du fait que le ballon soit envoyé dans les airs? Ben, la question, elle est plutôt facile, hein. C'est le rugbyman qui va jeter dans le ballon et l'envoyer en l'air. Le rugbyman est donc à la base de l'action. Soit A, le rugbyman. L'objet qui subit l'action, eh bien c'est le ballon. Je peux dire soit B, le ballon. Maintenant, on est parti pour représenter la modélisation. Donc ici on peut se poser une question. Est-ce que les objets se tirent l'un et l'autre, ou les objets se poussent-ils l'un et l'autre? Contrairement à la situation précédente, où la voiture tirait la caravane, et je savais que mes vecteurs force allaient être entre mes deux points, comme ceci. À partir du moment où des objets se tirent, je sais que les vecteurs force seront comme ceci. Mais dans ce cas-ci, c'est le rugbyman qui va pousser sur le ballon en tirant dedans. Je sais donc que mes vecteurs force auront un aspect comme ceci. D'accord? Et alors, au niveau de la modélisation, je peux resserrer mes points. Le rugbyman, où se trouve-t-il par rapport au ballon? On sait bien que le ballon va être envoyé par là. Sur le schéma, c'est plutôt clair. On sait bien que le rugbyman, on va le positionner ici. Le ballon, comme je vous l'ai dit, il va prendre une trajectoire d'un angle de 50 degrés. Je le calcule. Je sais que 50 degrés, c'est ici. Ok? Je vais représenter cette fois-ci le ballon par du rouge. Je vais changer un peu de couleur. Je prends ma droite d'action qui correspond à la trajectoire du ballon et je vais représenter celui-ci ici. C'est bien mon ballon. Comme je vous l'ai dit, je peux resserrer mes poids, je ne suis pas obligé de les écarter parce que je sais que c'est une poussée ici et que donc les vecteurs force vont se retrouver de part et d'autre des poids et non pas entre les deux. J'espère que vous avez bien compris cette notion-là. Maintenant, je peux y aller pour la représentation des vecteurs force. Le rugbyman va jeter dans le ballon par là. Je sais donc, avec une force de 50 newtons, je sais donc que je peux représenter mon vecteur force comme ceci. Il doit faire 2 cm, n'oubliez pas. 1 cm, 2 cm. Et j'indique qu'il s'agit de la force de A sur B. Autrement dit, c'est la force du rugbyman sur le ballon, qui va l'envoyer par là. En contrepartie, vous le savez, je l'ai répété au moins 150 fois, une force n'agit jamais seule, et le ballon va également exercer une force sur le rugbyman, mais il ne va même pas la sentir. Cette force, nous allons la représenter par un vecteur qui fait également 150 newtons et qui a une longueur de 2 cm. 1 cm, 2 cm. Et j'indique qu'il s'agit de la force exercée par le ballon sur le rugbyman, la force de B sur A. J'ai maintenant terminé la modélisation du rugbyman qui frappe dans le ballon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ou vous laissez un commentaire sur YouTube et je me ferai un plaisir d'y répondre. Salut et à la prochaine vidéo.